présidentielle numéro 22-333 du 17 août 2022, l'Assemblée nationale de la Centrafrique a été convoquée pour une session extraordinaire jusqu'au 2 septembre 2022. Objectif de réviser la loi de finances. Mais qu'est-ce qui pourrait réellement se cacher derrière cette convocation de l'Assemblée nationale centrafricaine, du moins cette session extraordinaire? Est-ce que l'on est en train de véritablement courir vers l'adoption d'une nouvelle constitution qui garantit donc un troisième mandat au président Faustin Archange Touadéra, l'actuel président de la République centrafricaine, avec ses projets innovants? Madame, Messieurs, c'est l'un des nœuds justement de ce rendez-vous. Votre avis compte pour cette édition du samedi 20 août 2022, et au cours aussi de ce rendez-vous, nous aurons pratiquement près de 120 minutes d'antenne. Nous parlerons également aussi de la situation du côté de la Guinée-Conakry avec la médiation. Une délégation conduite donc par le médiateur Dr Thomas Yahi Boni est attendue du côté de la Guinée-Conakry. Une arrivée dans un contexte où il y a eu des heurts avec la dissolution du FNDC, une coalition donc de l'opposition, mais également aussi des contestations du gouvernement de transition qui, selon bien sûr le FNDC, est en train d'aller en marge de la transition. Soulignons que pendant la transition, le gouvernement de transition qui est cette fois-ci mené par le colonel Doumbouya précise que ce sera 3 ans et juste derrière, le pouvoir militaire laissera la place au pouvoir civil. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus d'être connectés avec nous sur les antennes de For You Télévision. Le monde bouge, l'Afrique avec, figurez-vous que nous aussi, on se retrouve juste derrière cette véhicule. Une autre vision du monde. Une autre vision du monde, donc, bienvenue à For You Télévision. Vous êtes connectés sur nos antennes. Votre avis compte, comme nous l'avons souligné. Nous parlerons d'abord en premier temps de la situation centrafricaine avec la convocation de cette assemblée, cette session extraordinaire des parlementaires qui s'est donc ouvert du côté du palais de l'hémicycle le 19 août 2022, on le disait, par décret numéro 22-333, signé donc du président de la République du 17 août 2022, qui invitait ainsi les parlementaires à s'asseoir pour discuter des sujets forts de l'État. Au cours de ce rendez-vous, nous allons nous appuyer notamment sur le regard, l'expertise de Souleymane Hamzat, qui est un habitué de ce programme, bien qu'il était souvent en radio, même également aussi de nos antennes, et nous prendrons également d'autres réactions de certaines personnes qui ont bien voulu s'exprimer là-dessus, mais également aussi vous, amis téléspectateurs, du moment où les différents numéros vont s'afficher au bas de l'écran, vous pourrez nous avoir, que ce soit par Skype ou tout simplement aussi par appel vidéo WhatsApp ou différents numéros qui vont donc s'afficher, et vous aurez la possibilité de vous exprimer puisque le programme, bien évidemment, vous donne le droit de parler de votre avis. Alors, nous mettons le cap en direct de Cotonou au Bénin, où se trouve bien installé et il nous attend Souleymane Hamzat. Bonjour, chef frère. Bonjour aux techniciens qui sont sur la bande de bonjour. Merci de nous retrouver ce matin pour échanger avec vous sur les sujets qui concernent le continent africain, mais également aussi pour prendre la température de ce que nous vivons au quotidien. Le premier rendez-vous nous amène du côté de la République centrafricaine, où s'est ouverte donc le 19 août, c'est-à-dire la date d'hier, une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Les députés invités à
échanger, notamment sur la question qui a été évoquée, celle de la loi de finances. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une convocation par décret du président de la République, numéro 22 333 du 17 août 2022, qui est donc au rendez-vous. De manière triviale comme ça, on va dire que c'est un rendez-vous comme tous les autres, notamment à l'hémicycle, où les députés doivent prendre part à leur rendez-vous habituel. Cher frère, un rendez-vous habituel, oui, mais la teneur de ce rendez-vous est à l'acte. On ne convoque pas dans ce sens-là, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale à volonté. Il s'agit de deux très importants. L'un qui concerne, n'est-ce pas, la mise en place, l'homologation de la mise en place de la crypto-monnaie que nous appelons, et d'ailleurs que le président Archange Touadéra a nommé la Sango Money. Et d'autre part, envisager, n'est-ce pas, pérenniser cet exploit-là au niveau de la République de Centrafrique à travers, n'est-ce pas, la révision de la Constitution qui permettrait sûrement la possibilité au président Touadéra d'aller continuer dans cet élan-là. Alors, vous l'avez si bien dit, la crypto-monnaie qu'il faut dire, l'un des points majeurs de la gouvernance, mais de la forme de gouvernance du président centrafricain, il faut dire un projet sur lequel il mise beaucoup pour contribuer au développement de la Centrafrique. La preuve, c'est que sur toutes les différentes plateformes, tous les terrains où il se trouve, il ne cesse de faire le marketing de cette nouvelle monnaie qui est 100% centrafricaine jusqu'ici. Et la Centrafrique, il faut le préciser, qui ne s'est pas désolidarisé du franc CFA, puisque le pays fait partie de la sous-région économique CEMAC. Mais maintenant, rentrons dans ce vif du sujet de ce rendez-vous. Il est clair que sur la question notamment de cette crypto-monnaie que vous avez eu à évoquer parlant de la loi de finances, il va falloir davantage déblayer toutes les questions possibles pour que la Centrafrique trouve réellement son bénéfice à travers ce potentiel. Aucunement, on ne peut envisager une action s'il n'y a pas de réelles retombées. Écoutez, il faut déjà, ils ont fait un bilan, économique et monétaire, en ce sens-là que vous constaterez que la France a pris ce fameux machin qui n'arrête pas, n'est-ce pas, d'opprimer au pouvoir en place en Afrique, nous impose un dictat. Je vous citerai par exemple les fameux programmes d'ajustement structurel ou les fonds vautours. Un pays comme aujourd'hui le Centrafrique qui décide de sortir de ce bourbier à la tête de sa gouvernance, un mathématicien. Donc quelqu'un qui est bien imprégné de ce que représentent les chiffres et qui parle monnaie, parle chiffres aussi. Ceci étant, il y a un deuxième paramètre très important qui consiste à savoir si cette monnaie-là serait en adéquation avec les aspirations économiques, monétaires et financières du peuple centrafricain. Je pense que du haut de sa position, le président Touadéra a certainement réfléchi avec un certain nombre d'acteurs, n'est-ce pas, très imprégnés et initiés dans le domaine, qui permis, n'est-ce pas, la création de ce qu'on appelle la crypto-monnaie centrafricaine, qui est le Sango Coins. C'est à saluer, c'est une initiative à saluer et d'ailleurs apportée au regard du dictat financier, économique et même monétaire qui nous est imposé à travers, n'est-ce pas, cette monnaie démoniaque qu'est le franc CFA. Le franc CFA reste à tout point de vue une monnaie qui étouffe nos économies, qui empêche l'industrialisation de l'Afrique et partant de nos États et qui ne favorise surtout pas un commerce, disons, intra-africain. Il faille aller vers une nouvelle dynamique qui soit d'abord monétaire, mais saluée par une décision politique, puisque toute question de volonté politique, il va falloir l'appuyer par une décision politique qui puisse permettre ensuite à l'économie, à la monnaie, au social de pouvoir, n'est-ce pas, renaître des cendres. Il ne faut pas oublier aussi, il faut le dire ici, que la République de Centrafrique, quand même, l'une des républiques qui est
qui, parmi tant d'autres, est considérée comme une république très pauvre, par les chiffres qui nous sont donnés par ceux-là, n'est-ce pas, qui viennent en matière d'annotation économique nous dire que nous sont derniers ou avant-derniers ou classés à la 180, je ne sais pas combienième place, mais il faut se dire que le Centrafrique en tant que pays, la République de Centrafrique en tant qu'État, un autre scandale géologique qui ne dit pas son nom. Vous savez que le sous-sol centrafricain plein d'or, de diamants, de coltan, tout ce qui sert aujourd'hui l'Occident en matière première se trouve aujourd'hui dans le sol de la Centrafrique. Donc, il faille, et nous appuyons l'initiative, n'est-ce pas, du président Touadéra, à aller vers une certaine indépendance monétaire en inspirant, n'est-ce pas, le peuple centrafricain et partant le peuple africain dans ce qu'est devenu désormais la monnaie numérique centrafricaine qu'est le Sango. Alors maintenant, pour que cette monnaie puisse véritablement avoir libre cours, qu'elle puisse s'exprimer au pays et permettre en sorte que ces grands projets qui sont justement le rêve du président Faustin-Archange Touadéra puissent se réaliser, est-ce que ça pourrait donc justifier à juste titre l'adoption d'une nouvelle constitution qui est justement en voie bien semble se dessiner davantage? Je ne vous apprends rien. Vous êtes un émérite journaliste continent, vous faites partie des meilleurs. Vous savez bien que aucun pays n'est assis sur une loi fondamentale bordélique. Il faut une constitution dans les règles de l'art, n'est-ce pas, taillée en fonction de nos réalités. Il faudra de plus en plus penser à des constitutions qui sont authentiques et surtout ayant des visées nationalistes. Il est hors de question désormais pour les jeunes de ma génération d'aller, n'est-ce pas, vers ce que j'ai appelé le copier-coller que nous avons vécu pendant les 40, 60 dernières années. Donc, il faille aujourd'hui que le Centrafrique, je veux dire le pays et la République, l'État centrafricain, n'est-ce pas, puissent se doter d'une constitution digne de ce nom, mais répondant entièrement et totalement aux aspirations du peuple. Il faut le souligner, le président Touadéra a de très grandes ambitions pour ce pays-là. Il s'y attelle depuis un certain nombre d'années et nous voyons quelles sont les prouesses. Il était question pour lui d'abord en premier de s'occuper des questions liées à la sécurité, à la quiétude, à la protection des biens et des personnes, ce qu'il a fait avec brio. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un calme quand même assez apparent qui s'observe au niveau de l'État centrafricain. Ensuite, il fallait mettre sur pied, n'est-ce pas, un certain nombre de groupes, de conseils qui puissent aller vers, n'est-ce pas, la rédaction d'une constitution qui soit authentiquement centrafricaine. Et je ne vous cache pas, vous verrez que les problèmes liés en Centrafrique depuis un certain nombre d'années est souvent lié à des problèmes constitutionnels. Et ce qui pousse d'ailleurs à une répétition tempestive des coups d'État que nous avons connus. Saluons depuis l'arrivée du président Touadéra ce calme-là apparent, malgré des velléités de tentatives de coup d'État, n'est-ce pas, des tentatives même qui ont été avérées. Hein, je ne vous parlerai pas ici de celles menées conjointement par Bozizé et par d'autres forces ténébreuses, mais il faille aujourd'hui se doter politiquement, n'est-ce pas, administrativement, constitutionnellement et institutionnellement de lois fondamentales pouvant permettre, n'est-ce pas, à cette République-là de tenir debout et surtout de répondre aux aspirations de son peuple. Je pense que c'est à cela qu'attelle le président centrafricain actuellement. Et la convocation d'ailleurs de l'Assemblée à ce sujet a raison d'être. Justement, donc vous avez eu à l'évoquer l'objet de notre thématique. On peut donc le dire sans risque de se tromper que l'une des questions qui sera véritablement évoquée en toile de fond, mis à part celle de la loi
de finances sera bien sûr sur la mise en place d'une nouvelle constitution, mais les grands esprits siégeant dans un côté, il faut le dire de manière restreinte pour mieux asseoir leurs idées et leurs énergies, il n'y a pas eu lieu de vouloir en faire une communication large, mais tout simplement peut-être d'en sortir avec un document. Vous savez, j'ai souvent dit que l'initiative manque un peu à l'Afrique. Et quand il s'avère qu'on a des présidents, des leaders, des dirigeants de la poigne du président Touadéra, il faille expliquer à son peuple, n'est-ce pas, ce qui se fait au niveau du sommet de l'État. Je pense que, je l'ai souvent souligné, il y a un leader béninois, ici un leader politique, qui nous enseigne qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Au fait, quand vous venez au sommet de l'État, c'est que vous êtes soit parvenu par un coup d'État, ce qui est parfois déplorable, mais parfois nécessaire, mais dans la plupart des cas, par des élections. Alors, si vous parvenez à ce poste-là avec le consentement de votre peuple, mais vous répondez de lui. Et par conséquent, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, et l'honnêteté intellectuelle de lui dire, de lui faire sentir, n'est-ce pas, le chemin que vous avez tracé pour lui, la feuille de route sur laquelle vous tablez votre mandat, les objectifs fixés et éventuellement le faire participer à la gestion du peuple. Refuser de le faire, c'est ça qui pousse à l'extrémisme, qui pousse, n'est-ce pas, à la dislocation du tissu, n'est-ce pas, non seulement politique, mais qui rechute très rapidement sur le social, et nous parvenons à ce que nous connaissons, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, le manque de communication. Alors, il faut par conséquent communiquer abondamment, n'est-ce pas, de manière abondante, j'allais dire, vis-à-vis de son peuple, permettre au peuple d'être en synergie d'action avec le pouvoir en place. Le cas malien est un cas typique, un cas d'école sur lequel d'ailleurs nos dirigeants devraient prendre exemple. On va évoquer au cours de cet échange notamment cette marche spontanée qui avait été organisée il y a quelques semaines, cela bientôt du côté de Bangui, où la population, les foules étaient sorties des jeunes, réclamant donc le besoin de voir le président Faustin-Archange Touadéra continuer son magistère, puisque celui-ci étant arrivé à son terme, notamment, il fallait bien sûr que la Constitution soit révisée. Mais je voudrais, avec vous, qu'on puisse prendre d'abord les réactions de quelques-unes des personnes qui pourraient aussi nous permettre dans cette analyse que nous sommes en train de mener avec ce rendez-vous du côté de l'hémicycle centrafricain qui pourrait bien sûr conduire à la mise en place d'une nouvelle Constitution présentée par les députés avant promulgation, notamment par le président de la République. D'abord du côté du Mali avec Alaï Kouriba qui nous donne son point de vue sur cette question du Parlement centrafricain, sa convocation à cette session extraordinaire qui pourrait, comme on l'a dit, aboutir à la mise en place d'une nouvelle constitution. Bonjour Florence, bonjour Forum Média, bonjour chers panafricains, bonjour à tout le monde africain de l'intérieur et de l'extérieur. Et moi c'est Alaï Kouriba. J'appelle depuis Bamako, la capitale du Mali. Et merci pour les premières thématiques concernant les possibilités d'une nouvelle constitution en RC, en République centrafricaine. Et quand on essaie de voir le processus de transformation de la Centrafrique par le président Théodora lors de ces dernières années, quand on essaie de voir la dynamique qu'il a enclenchée pour pouvoir mettre la Centrafrique dans un droit chemin, en collaboration étroite avec la population, oui, on peut sûrement dire qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle pour pouvoir au moins rallonger la durée du mandat du président en exercice. Pourquoi? Et il est à son deuxième mandat et que quand il y a
aucune possibilité pour le président, l'équipe qui est en place, et de reconduire et de mettre en place une politique digne de ce nom. Et je suis convaincu que la Centrafrique est finie. Elle va encore sombrer dans l'anonymat, elle va encore sombrer dans le chaos installé par la France. Donc il faut que les autorités en place, avec cette nouvelle dynamique et cette nouvelle politique monétaire et cette nouvelle politique militaire, la reconquête du territoire et ses relations bilatérales avec d'autres puissances comme la Russie et d'autres pays, il va falloir réfléchir et tout de suite pour que la population centrafricaine, la population de RCA réfléchit mûrement sur ça. Comment préserver les acquis du RCA? Comment continuer dans cette même dynamique avec une équipe capable de continuer la lutte qu'a commencé le président Faustin Théodora? Il va être très difficile pour une autre équipe qui va être capable, qui va maîtriser le dossier et pouvoir mettre la Centrafrique dans les rails. Il va être vraiment quasiment impossible. Il n'y aura pas d'espoir. Ça, je ne suis pas contre la démocratie, mais je ne vois pas quelqu'un qui puisse continuer les œuvres du président sans lui. Donc il va falloir donner une chance au président et de continuer ses œuvres de transformation de la République centrafricaine. Le peuple a demandé cela et le peuple tient à cela. Les Africains aussi les soutiennent, les autres pays africains les soutiennent dans cette même lancée. Si réellement il y aura une opposition farouche, ça va être une opposition fabriquée et préparée par les colons, préparée par l'impérialisme pour pouvoir freiner la dynamique mise en place par le président. Sinon, je ne vois pas un obstacle qui pourrait empêcher un projet de réformes constitutionnelles qui va pouvoir donner la chance au président de continuer son mandat et de pouvoir amener à bon port les bateaux centrafricains. J'en suis sûr, et le peuple va faire le nécessaire pour pouvoir garder son président qui est vraiment un homme bon. Merci, bonjour. Merci, Alaï Kourouba, vous pourrez toujours intervenir. D'ailleurs, même vous avez émis le vœu d'intervenir pour l'autre thématique qui concerne la médiation en Guinée. Souleymane Hamzat, quand on écoute ce frère du Mali qui, selon lui, il dit « Je ne suis pas contre la démocratie, mais je crois qu'il n'y a pas meilleur » jusqu'ici qui pourrait relever la tête de la Centrafrique et de rehausser l'image de la Centrafrique, puisque si aujourd'hui les différentes stratégies ou les différentes politiques ne peuvent pas avancer à cause notamment de la question constitutionnelle, pour mieux faire avancer le pays, il faudrait trouver de meilleures stratégies. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de cette nouvelle constitution dans la mesure où elle apporte du bien aux Centrafricains. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Écoutez, moi, je n'ai jamais été contre, n'est-ce pas, la multiplication des mandats, mais à la seule condition qu'elle soit constitutionnalisée. Si vous vous donnez droit en disant par exemple qu'il faut 2 mandats dans un pays et que vous vous amusez à en aller à un 3e ou un 4e, alors là, ça pose problème. Encore, pas dit que le peuple soit en accord avec ce que vous avez l'intention de faire, ce qui nécessite, en l'occurrence, un référendum dans la plupart des cas. Mais il y en a qui, au truchement des assemblées, n'est-ce pas, se permettent ce jeu-là, qui parfois est malsain. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui se prépare au Sénégal d'ailleurs. Donc, il faudra que la République de Centrafrique ne verse pas dans ce schéma-là. Mais nous comprenons ici que la demande vient du peuple. Le peuple même qui, au travers de certaines marches, réclame la révision de la Constitution. J'ai vu sur des antennes des marches où les populations demandaient justement à quand la révision de cette Constitution-là qui a des bases néocoloniales, n'est-ce pas, qui ne repose sur rien du tout, qui est une copie collée de la Constitution française, dit-on. Maintenant, allons voir effectivement
quels pourraient être les enjeux, n'est-ce pas, de la révision de cette constitution, surtout que le projet dont nous venons de parler, qui est un projet majeur, d'ailleurs de survie pour la République de Centrafrique, la création de cette monnaie numérique, vient à point pour donner, n'est-ce pas, pour booster l'État centrafricain à réaliser les projets qui puissent, n'est-ce pas, régler, générer des fonds d'une part, pour régler les problèmes liés aux aspirations du peuple. Pour le faire, il faut avoir une main politique assez forte. Il faut avoir une institution d'abord qui, n'est-ce pas, est consensuelle, qui fait en sorte que tous les centrafricains soient d'accord, en tout cas la majorité, et ensuite se définir un certain nombre de lois qui permettent à l'État, n'est-ce pas, d'aller vers ses ambitions. Je pense que c'est dans ce cadre-là que va le président Ouattara. Et si tel est que le peuple appuie, n'est-ce pas, cette continuité-là, que veut le peuple? Que disent les dirigeants? Les dirigeants, de bons dirigeants, à mon avis, sont ceux-là qui, n'est-ce pas, obéissent à la volonté de leur peuple. Ils ne sont pas là-bas par hasard. Moi, je venais par un coup d'État, et même quand on vient par un coup d'État, vous constaterez, je vous sortirai un peu du cadre de la Centrafrique pour aller vers le Mali et la Guinée pour vous dire, voilà deux États où aujourd'hui il y a des militaires à la tête, mais qui répondent entièrement à l'aspiration de leur peuple. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur cette question. Je ne suis pas du tout contre, n'est-ce pas, des mandats prolongés. D'ailleurs, un fait très important, puisque nous avons, n'est-ce pas, des carapaces religieuses aussi. Il faut noter que le pouvoir est d'essence divine. Si Dieu vous a fait, vous avez été créé par lui, n'est-ce pas, et moi je suis musulman, n'est-ce pas, pratiquant et coagulé, il est dit dans le Saint-Coran que le pouvoir est d'essence divine et seul Dieu place à la tête des États, n'est-ce pas, ses lieutenants. Si tel est le cas, et l'autorité de l'État doit être respectée, c'est ce que nous dit aussi bien la Bible que le Coran. Et moi, j'y crois aux deux livres, n'est-ce pas? Donc, si tel est le cas, si nous prenons sur le plan religieux, aller s'imposer des mandatures, c'est remettre en question, n'est-ce pas, les décisions divines. Qui sait si le monsieur est venu pour 3 jours, il fera 3 jours. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et on en a connu. S'il est venu pour faire 15 ans, alors que sa mission divine est d'aller à 15 ans, si vous écoutez son mandat, mais vous poussez votre pays dans les déboires. Et malheureusement, ceux qui se disent intellectuels de haut rang seront certainement en opposition avec ce que je vous dis. Mais tout compte fait, ils doivent se mettre en tête que le pouvoir est d'abord d'essence divine avant d'être penché sur des lois, soit-elles fondamentales ou autocratiques. Parlons sur la question que vous êtes en train d'évoquer. Je voudrais que nous prenions une réaction qui nous vient du Cameroun, qui donne également son point de vue sur cette limitation de mandats ou encore d'avoir d'autres mandats en plus, quand ceci peut-être pourrait venir d'une sorte de climat appartenant à une sous-région. Et après, je vous poserai justement une question pour qui pourrait aller dans le sens à avoir soit une interprétation quelque peu différente de ce que cet intervenant est en train de dire. Tout de même, le journaliste s'appelle Eric Yankam depuis la ville de Bafoussam, Douala au Cameroun. Merci de participer encore à l'instant à ton émission, en espérant que ma modeste contribution pourra aider à façonner ton émission. Alors, sur les thèmes que tu évoques, dont notamment le thème 1, en rapport avec la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, je crois que les faits sont sacrés, et il n'y a pas de moindre doute sur l'issue probable de cette Assemblée extraordinaire, parce que Faustin Archange Touadéra a entrepris de modifier la Constitution et de lever le verrou de délimitation des mandats, l'éternel 3e mandat. Et pour le cas d'espèce, c'est pour aboutir à cette levée de la limitation des mandats.
ce qui lui permettra donc de rempiler pour une troisième fois et ad vitam aeternam, si tant est qu'il a encore la marge, beaucoup de marge de manœuvre en termes d'âge. Donc, ça va de soi. Je crois que le moindre doute ne pourrait s'établir que dans des esprits peu éclairés. Moi, je crois que sans être hautain, je crois que l'issue de cette assemblée extraordinaire sera de lever, donc, comme je vous ai dit, de lever le verrou de limitation de mandat pour permettre au président en place de continuer à se présenter comme tous les chefs d'État de l'Afrique centrale l'ont déjà fait en s'inspirant de ce que le président Paul Biya avait fait en 2008. Donc c'est devenir en Afrique comme une routine où les constitutions sont rusées, utilisées, ustensilisées au gré des intérêts. Ces constitutions sont personnalisées et il va de soi qu'on veut toujours démontrer qu'en l'absence de celui président en place, ce sera le chaos. Et donc, par conséquent, on voudrait donner que le pays repose entre les mains d'une personne, d'un individu, et que sans lui, rien ne sera. C'est une grossière erreur, parce que les hommes passent et le pays restera. Pour le cas d'espèce, Touadéra manœuvre. Si cette assemblée extraordinaire a été convoquée, c'est parce qu'il sait véritablement qu'il aura gain de cause et que son objectif sera atteint. Et bon, mais maintenant, ça ne va émeuvoir personne, puisqu'en Afrique centrale, je crois qu'on peut être taxé de l'une des rares régions africaines où l'alternance et la démocratie est aussi torpillée, piétinée, ustensilisée, au point que ça transparaît que nous, les centra-africains, c'est-à-dire les Africains de l'Afrique centrale, nous sommes peut-être pas mûrs pour la démocratie, mais nous sommes véritablement, comment on pourrait dire, emprisonnés, embrigadés par nos dirigeants. C'est triste, c'est dommage, c'est même regrettable. Mais on va dire quoi? Que chaque chef d'État, chaque peuple n'a des chefs d'État qu'il mérite. Et donc, pour nous, ici en Afrique centrale, les monarchies sont permanents. Les chefs d'État qui restent ad vitam aeternam au pouvoir sont légion. Et c'est devenu banal. Le président Biya a montré la voie. Il en a fait des émules. Faustin Archange Touadéra suit cette lancée. Après, je dis tous les chefs d'État africains, notamment de l'Afrique sous-région, sont sur cette même volet. Ce même volet, et donc par conséquent, la limitation des mandats est devenue comme un obstacle à la réalisation de leur rêve du pouvoir perpétuel. Souleymane Hamzat, j'ai voulu que nous puissions avoir cet intervenant qui nous a été signalé pour poser une question qui pourrait paraître banale, mais dont nous avons besoin de comprendre réellement dans le fonctionnement de nos États. Est-ce que l'Afrique devait aller sous la forme d'un modèle occidental qui vise tout simplement à changer pour changer, quand on sait que pour qu'il y ait le changement, c'est bien sûr au niveau de la vie dans la société du pays, et que du moment où un individu, s'il a la responsabilité de diriger un pays, le fait bien, pourquoi ne pas lui accorder une autre possibilité de continuer à apporter du bien aux populations de son pays? Je vous réitère mes propos de tout à l'heure, à savoir que le pouvoir est avant tout d'essence divine. Ça, si nous refusons ce paramètre-là, c'est que nous ne sommes pas dans le game, nous sommes out game. Maintenant, si nous nous en tenons à ce que font les humains, en oubliant que là où s'arrête la volonté des humains, c'est là où commence celle de Dieu, alors nous sommes en opposition avec nous-mêmes. Je voudrais répondre à votre question en prenant le cas de mon pays, le Bénin.
En 88, il y avait des grèves, le pays était complètement déchiré. Et il a fallu qu'on appelle à une conférence, n'est-ce pas, nationale des forces vives de la nation. Cette conférence a été convoquée par le feu président Mathieu Tebboune, le général, qui a d'ailleurs participé lui-même à certaines journées, n'est-ce pas, de mise en place du nouvel État, en tout cas de la nouvelle constitution. Mais lui-même a reconnu que la constitution qui a été faite au lendemain, n'est-ce pas, de la conférence nationale, était taillée à sa mesure à lui. Mais est-ce que cela l'a empêché de quitter le pouvoir 5 ans plus tard? Est-ce que cela l'a-t-il empêché de revenir 5 ans plus tard pour y régner 10 ans encore? Donc vous voyez, la madame se pose. Maintenant, je donne raison, n'est-ce pas, à cet intervenant-là, sur ceux qui personnalisent, n'est-ce pas, les constitutions. À savoir, tailler une constitution sur mesure à ce que le monsieur reste, par exemple, à vita aeternam, qui reste là au pouvoir à vie. Bon. Si vous restez au pouvoir à vie, je reviens encore sur notre paramètre. Et quand vous avez la possibilité de vous imposer, vient toujours la décision, celle-là de Dieu. Et là, j'interpelle la croyance, n'est-ce pas, spirituelle et religieuse au plan africain. Quel qu'en soit ce que vous ferez, quels qu'en soient les tenailles que vous pouvez mettre au plan sécuritaire, au plan financier, politique, vous n'échapperez jamais à la décision dite. Ceci étant, je vais vous citer 2 exemples, n'est-ce pas? Le feu maréchal, que je respecte ici, je respecte mais profondément, allait à je ne sais pas combien, énième mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé. Au regret de nous autres qui sommes panafricanistes. Malheureusement, il a été rappelé à Dieu et le Tchad n'a pas vacillé, le Tchad a continué. D'ailleurs, ils sont ce matin en train d'ouvrir des assises nationales pour rebâtir un Tchad nouveau. Je vous donne un deuxième exemple, n'est-ce pas, celui du président Alpha Condé, qui a pris de force, en tout cas, le 3e mandat. Vous avez vu aussi ce qui est arrivé. Il a même été déposé par un proche. Donc, je vous dis quoi? En dehors de ce que vous faites politiquement, en dehors du mental qui vous est humain et qui vous permet de gérer la cité, n'oubliez pas que c'est d'abord et avant tout une décision divine de vous retrouver à cette place-là. Sinon, je serai président, vous le serez, mon chauffeur le sera, n'importe qui pourrait arriver à cette place. On n'arrive pas au fauteuil présidentiel qui veut, mais qui y est prédestiné. Ensuite, le dernier point sur lequel j'aimerais chuter par rapport à votre question, c'est l'occidentalisation de nos constitutions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut balayer il faut le balayer, mais complètement. Il faut mettre de côté toutes ces copies collées qui sont imposées à nos populations et aller vers, n'est-ce pas, des constitutions véritablement écrites et répondant aux aspirations du peuple. Je ne vous citerai pas, et vous connaissez l'histoire mieux que moi, la constitution malienne qui date de 325, de 1325, n'est-ce pas, et qui est une constitution qui fait aujourd'hui du Mali un État qui, bien avant le colon, bien avant toutes les constitutions de l'homme blanc là, sont restées une constitution de civilisation. Une constitution qui construisait la nation malienne. Donc, les Maliens aujourd'hui, s'ils allaient même, et c'est ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire, vers la révision de leur constitution, par exemple, mais ils n'ont rien à envier à quelqu'un qui vient leur imposer, n'est-ce pas, à travers le discours de la bolle, la démocratie. Et je vais chuter enfin en vous disant qu'il n'y a pas plus démocratique que les États africains. En tout cas, du temps de nos arrière-parents, il suffit de prenez les films tournés sur Hollywood en ce qui concerne les anciennes royautés. En fait, bon, nous ne sommes pas en royauté pour le moment, nous sommes dans des États républicains. Allez comprendre que même au sein de la royauté, mais il y avait des discussions farouches. Vous voyez, il y avait des oppositions en tout genre. La femme était au cœur du développement à l'époque. Mais je peux vous citer le cas de mon pays où, au temps du roi Glélé ou du roi Béanzin, c'était les Amazones qui étaient des chefs de guerre.
Donc, aujourd'hui, dans les nouvelles constitutions, là, que on se plaît à aller ramasser en Occident, la femme a perdu toute valeur. La femme a été transformée en un objet, n'est-ce pas, commercial, à tout point de vue. Donc, on est en train de non seulement désacraliser, n'est-ce pas, la civilisation que nous représentons, nous perdons nos coutumes, nos mœurs et nos traditions de facto, et nous nous éloignons des objectifs qui visent à rendre nos populations heureuses en allant emprunter tout le temps chez l'autre, en croyant que la démocratie reste le modèle authentique qu'il faut pour l'Africain, pour que l'Africain puisse évoluer. Mais souffrez que ceux qui le font sont ceux-là qui ont fait la Sorbonne, qui sont restés dans les grandes universités anglaises en Grande-Bretagne, qui ont mangé camembert pendant des années, bu du thé français et mangé, ils ont tellement ingurgité du vin, qu'ils reviennent avec toutes ces pensées occidentales pour les imposer à leurs frères parce que dit appartenant à une classe émancipée. Ce bordel-là n'a plus raison d'être. C'est terminé. Il faut aller vers des objectifs, n'est-ce pas, qui sont avant tout nationaux, qui reflètent l'homme, la pensée de l'homme que nous sommes, la couleur de peau que nous sommes et qui d'ailleurs est moins respectée dans le monde et partant nous fait respecter à travers les institutions internationales. Voilà, donc je voudrais rappeler juste à l'endroit de nos téléspectateurs que vous regardez votre avis compte sur les antennes de For You Télévision. Deux thématiques sont inscrites aujourd'hui à notre ordre du jour, mais nous sommes sur la première qui concerne notamment la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale centrafricaine. Et la question à nous poser, à vous poser, c'est court-on vers la mise en place d'une nouvelle constitution. Vous avez la possibilité de réagir au standard via le plus 237 693 58 96 68 plus 237 693 589 et puis 668. Voilà bien sûr les différents codes ou encore via le Skype For You Télévision et qui vous donne la possibilité de nous donner votre point de vue. Chers frères, parlons justement donc au niveau de l'Assemblée nationale qui est en train de s'asseoir et qui va devoir achever justement sa session extraordinaire le 2 septembre prochain. Il est clair que nous sommes en train de partir avec la volonté du peuple, mais est-ce qu'il pourrait arriver que pendant cette session, du moment où l'idée de la révision de la Constitution, ou bien d'une nouvelle Constitution soit émise, que des esprits malveillants puissent arriver à empêcher à ce que le processus puisse se réaliser pour permettre au peuple centrafricain de véritablement mieux se porter à travers cette nouvelle Constitution? Frère, vous portez le sourire à mes lèvres. Je vous citerai encore un autre passage de la Bible qui dit que même dans le royaume des cieux là-bas, Dieu même lui-même il est perturbé par le Satan. Donc acceptez qu'il est plus calé dans la troupe. C'est tout ce que je pourrais vous répondre. Je voulais donc prendre une réaction avant toutefois d'aller un peu plus approfondir et finir avec cette question centrafricaine. Lui, il nous appelle depuis la ville de Douala au Cameroun. Et à des moments, il réagit souvent sur nos plateaux. Et pour l'heure, il a voulu s'exprimer sur la thématique. Claver Kondo, il est journaliste, directeur de publication. Bonjour Florent, bonjour aux téléauditeurs de For You, Radio and TV. Merci Florent de m'avoir encore convié à cette grande antenne, cette grande tranche d'antenne matinale qui a pour nom votre avis compte. Oui, Florent, je suis bien, je m'appelle bien Kodo Pierre Claver, je suis journaliste, directeur journaliste panafricain, il faut le préciser, directeur de publications, Horizon Nouveau Magazine International et African Force News. Bon, je pense qu'il faudrait aussi que je commence à rappeler à nos téléauditeurs que je suis également le président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence,
pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples, en mémoire du général Abraham Petrovich Hannibal et du poète Alexandre Pouchkine, d'origine Kotoko, mais qui ont eu à participer activement à la construction de la Russie moderne. Voilà. C'est donc toujours avec le même plaisir que je vous retrouve dans le cadre de ce programme qui devient un programme très couru dans le champ médiatique national et même international. Puis Florent, vous avez retenu 2 thèmes, dont le premier c'est RCA, session extraordinaire de l'Assemblée nationale, pourtant vers la mise en place d'une nouvelle constitution. La question est opportune et mérite d'être posée, mais lorsque vous voyez, vous analysez l'évolution de l'actualité du côté de la RCA depuis que le président de la République, Touadéra, a pris sur lui d'engager des réformes décisives pour l'avenir de ce pays meurtri depuis des décennies par l'instabilité, qui aujourd'hui est rentré dans une nouvelle phase d'apaisement et surtout de maîtrise de ces questions de sécurité avec l'apport de la coopération russe à travers l'assistance militaire et d'autres projets qui sont en cours d'être exécutés de ce côté-là. Je crois que c'est donc une suite logique de voir l'Assemblée nationale convoquer une session extraordinaire pour la mise en place d'une nouvelle constitution qui certainement qui aura pour point d'orge la levée qui aura pour point d'orgue la levée de la limitation de mandat. Et vous souvenez que comme un crime n'est jamais parfait, la démocratie versus occidentale a été imposée aux Africains, aux pays africains, depuis les années 90, au lendemain du discours de la Bolle, du fameux discours de la Bolle de François Mitterrand, parce qu'il a sa pourrière sur la tête d'un Français. C'était en réalité à l'analyse, et ça je l'ai toujours répété, un piège à con pour empêcher les États africains de construire leur souveraineté et par conséquent leur développement. C'est donc par la suite qu'on a vu les États africains chamboulés dans un élan presque hystérique pendant que Paris et ses complices occidentaux buvaient du petit lait, sachant que désormais, grâce au chaos que sera qu'entraînera cette histoire de démocratie sur le continent africain, ces États prédateurs pourront plus que jamais poursuivre le pillage de nos ressources naturelles et humaines. C'est donc dans cette foulée que s'inscrivait, d'ailleurs comme tous les autres pays africains, la RCA, qui malheureusement est un pays totalement insulaire et présenté comme étant l'un des plus pauvres du monde, comme d'ailleurs certains autres, pourtant l'un des plus riches au regard de son potentiel énergétique, son potentiel en ressources naturelles, son potentiel même humain. Et depuis dans la session au pouvoir du président Touadéra, on a observé de ce côté-là des mutations assez profondes, parmi lesquelles une guerre acharnée contre l'insécurité qui justement l'insécurité, le terrorisme à travers les rébellions qui sont le bras armé de la prédation, qui sont les bras armés de la prédation internationale. Il était donc question pour les Africains de manifester leur volonté de mettre en place des institutions capables
de conduire l'avenir du pays avec davantage de sérénité. Et ça, on a vu il y a quelques semaines des manifestations s'étendre sur toute l'étendue, des manifestations populaires sur toute l'étendue du territoire centrafricain, revendiquer la révision de la Constitution et notamment de faire sauter ce fameux verrou sur la limitation des mandats. La suite que nous vivons aujourd'hui est donc logique. Je pense que la session extraordinaire convoquée par l'Assemblée va justement se pencher sur toutes ces corrections qu'il y a lieu d'apporter dans la Constitution, dans l'actuelle Constitution centrafricaine, pour permettre à ce pays de retrouver le chemin de la paix et le chemin du développement. La principale, au-delà du verrou sur la limitation des mandats et du mandat, il faut quand même rappeler à les auditeurs que les constitutions des pays francophones sont calquées sur la constitution française, qui n'a rien à voir avec les réalités socio-culturelles de nos pays. Et raison pour laquelle même le contenu de ces constitutions est très souvent en déphasage avec les réalités qui sont celles des pays africains francophones. Il serait donc opportun pour l'Assemblée nationale centrafricaine de toiletter totalement cette constitution, l'actuelle constitution centrafricaine, pour l'adapter au contexte sociopolitique et culturel de ce pays, au regard de véritables enjeux qui interpellent la classe politique. Vous savez autant que moi que la démocratie n'a jamais développé un seul pays, n'a jamais industrialisé un seul pays dans le monde, sous la forme qui nous est imposée par l'Occident, bien entendu, parce que quand vous prenez le cas d'un pays comme la Chine est accusée d'être une dictature, mais la Chine a une démocratie qu'elle a réadaptée à ses relations socio-économiques et culturelles. Et ça marche très bien. La Chine se développe, la Chine se positionne, la Chine tutoie les grandes puissances. Quoi qu'il étant accusé de ne pas être démocrate, de ne pas respecter les droits de l'homme, parce encore que cette notion de droits de l'homme dans la démocratie version occidentale est un véritable cheval de Troie dont il faut savoir à quoi ça sert. Donc, Florent, je pense que la session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée du côté de la République centrafricaine nous apportera fondamentalement beaucoup de mutations profondes en ce qui concerne la constitution de ce pays. Et ça, c'est une nouvelle constitution qui sans doute apportera des solutions appropriées et précises aux problèmes réels qui interpellent la classe politique, la société civile centrafricaine par rapport aux enjeux véritables de développement de ce pays. Vous voyez qu'entre-temps, la Centrafrique a quand même pris des initiatives audacieuses, par exemple avec l'adoption du Sango Coin, et certainement, il y a d'autres choses à corriger pour que la Centrafrique puisse relativement évoluer avec une constitution qui lui accorde davantage de marge de manœuvre et surtout qui garantit sa souveraineté. Merci. La Centrafrique a besoin d'une marge de manœuvre, surtout d'importants éléments qui vont garantir sa souveraineté. Est-ce que aujourd'hui, donc, Souleymane Hamzat, puisqu'il a eu à souligner ce que vous avez eu à dire un peu plus tôt, que la démocratie n'a jamais pu réellement rien apporter aux pays qui ne sont pas européens, du moins qui ne sont pas de l'Occident, s'agissant donc de la question centrafricaine, quel pourrait réellement être l'impact dans la révision de cette constitution qui va devoir booster le quotidien des Centrafricains?
Voilà donc la question centrafricaine au menu. Peut-être quelques temps de connexion pour retrouver Souleymane Hamzat. Madame, Monsieur, vous êtes connecté sur Foyou Télévision. Nous parlons donc de votre avis compte qui vous donne la possibilité de réagir sur les antennes. Et donc, toutefois, la question qui est posée... Oui, chef frère, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, donc j'étais en train de souligner tout à l'heure que l'intervenant qui venait de réagir depuis la ville de Douala au Cameroun a souligné ce que vous avez dit un peu plus tôt, à savoir que la démocratie n'a jamais rien apporté aux autres États, si du moins ceux-ci ne sont pas des États occidentaux, en soulignant même évidemment que la Chine a réussi à intégrer, à contextualiser même ce modèle. Et aujourd'hui, on voit comment la Chine est en train de vivre une certaine expansion. Maintenant, dans un cadre beaucoup plus peut-être pratique et précis, quel pourrait être l'impact donc de cette révision de la Constitution dans le quotidien des populations centrafricaines? Avant de répondre à votre question sur les impacts, n'est-ce pas, d'une éventuelle révision de la Constitution, mais je voudrais déjà vous faire savoir que je suis entièrement d'accord et à 400% avec votre dernier intervenant. Vous voyez qu'il a balayé non seulement le côté politique de la question, le côté économique qui engendre en même temps le financier et le monétaire, et il a enfin atterri sur le côté culturel et social, n'est-ce pas, de ce qu'on pourrait engendrer, n'est-ce pas, la révision de cette loi fondamentale-là. Mais il faut ici, n'est-ce pas, reconnaître que la démocratie reste un modèle de société. Et si je reste un modèle de gouvernance, n'est-ce pas, politique pour nos sociétés, mais la démocratie occidentale n'est pas adaptée du tout, n'est-ce pas, à nos réalités sociopolitiques, économiques et culturelles. Il faut le dire. Vous remarquerez qu'au bout de 4, 5 ans ou 6 ou 7 ans, selon que chaque constitution aurait fixé son délai de mandat, nous nous retrouvons dans les rues en train de nous agresser et au lendemain même des élections, en train de se tirer dessus. C'était des choses qui ne se voyaient pas en Afrique. Alors, l'intelligence africaine, et plus particulièrement ceux qui sont des experts en matière de constitutionnalité, devaient s'interroger sur le fait de ces déboires. Mais ce n'est pas le cas. On persiste dans l'erreur et on s'enfonce davantage. Je crains pour le Kenya, là, qui vient de sortir d'une élection, à l'issue de laquelle, d'ailleurs, l'un est proclamé d'ailleurs, et l'autre qui ne reconnaît pas les résultats. Où ira ce pays-là dans ce cadre? Donc c'est en cela que, comme l'a dit, n'est-ce pas, le dernier intervenant, et je l'appuie ici dans mes propos, il faille trouver les formules endogènes où, n'est-ce pas, désormais, créer des constitutions qui soient conformes non seulement à nos réalités politiques, économiques, financières, monétaires et surtout sociales et culturelles. Si nous occultons surtout le côté culturel et social, c'est que nous sommes carrément dans les décors. Et c'est en cela, maintenant que je viens répondre à votre question, quel impact sur la révision de la nouvelle constitution? À mon avis, sur la forme, je dirais, y a-t-il nécessité de réviser cette constitution? Aujourd'hui, dans la République de Centrafrique, oui. Parce que avec la constitution que nous avons en place là, qui d'ailleurs allait la ligne, donne quitus à la France, n'est-ce pas, d'organiser même, si possible, même des conseils des ministres à la place des Centrafricains. C'est inadmissible. Et vous voyez du côté du Sénégal, un État comme, c'est-à-dire un régime comme celui du président Macky Sall, qui délocalise un conseil des ministres en France. C'est à quoi on est encore dans un État? Mais c'est quoi cette histoire? Il faut se réveiller, enfin, l'intelligence africaine. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre cervelle. C'est pour ça, d'ailleurs, pour cela que je salue ici, n'est-ce pas, une citation du frère général Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin, qui traite une frange partie des intellectuels africains d'intellectuels tarés.
C'est à croire qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne cherchent pas à innover. L'Afrique du 21e siècle aujourd'hui se veut une Afrique qui, de par ses fils, raisonnent par eux-mêmes, font par, c'est-à-dire actionnent les détendent par eux-mêmes et décident de leur sort. Il va falloir que nos constitutions aillent dans ce sens. Le Mali est en train de prendre la bonne pente. Il va falloir que la République de Centrafrique fasse pareil et surtout que l'impact qui jaillirait aussi bien au plan politique, c'est-à-dire en termes de bonne gouvernance, que les institutions fonctionnent, que tout marche, que chacun soit dans son rôle, l'Assemblée dans le législatif, le judiciaire dans tout ce qui concerne les lois, et ainsi de suite, la haute cour de justice qui va peut-être juger si tel est qu'il y a une haute cour de justice, hein, parce qu'on arrive difficilement à juger nos ministres en Afrique. Si tel est évité d'ailleurs à l'avenir qu'on ait recours à des cours comme la CPI. Si on a nos juridictions en Afrique, qu'est-ce qu'on va foutre dans la CPI? La CPI, d'abord, il faut que tous les... Je profite de votre micro ici pour demander aux États qui souscrivent à cette connerie-là d'en sortir et de permettre à leur constitution, voire les institutions qui mettront sur place, d'aller vers, n'est-ce pas, des juridictions qui puissent permettre non seulement de juger la première autorité de l'État, et partant son gouvernement, voire les membres de l'Assemblée nationale, les députés, s'il y a un Sénat qu'on arrive à juger sur nos sols, et en fonction de nos lois, ces gens-là qui auraient, n'est-ce pas, trahi la nation. J'en aurais fini enfin. En vous disant que la révision, l'impact que moi je vise, moi personnellement, sur les de révision de la Constitution, c'est d'amener l'État centrafricain au travers d'un certain nombre de dispositions à la rendre totalement indépendante. Il faut que cette nation-là soit complètement indépendante. Et vous savez, il fut un chef d'État, n'est-ce pas, qui croyait au même titre que le Congo démocratique à côté, que le Centrafrique était sa propriété. Je vous parler de Giscard d'Estaing, qui pensait que la Centrafrique était sa propriété personnelle. De l'autre côté de la RDC Congo, c'était le roi Léopold, qui pensait que c'était sa propre, c'est son truc à lui. Mais c'est inadmissible en notre temps là, quand nous acceptons, n'est-ce pas, qu'on continue de baigner dans ce dictat parce qu'on a été en Occident à aller chercher des diplômes. Nous avons tous fait l'Occident, nous avons eu des diplômes là-bas et nous nous rendons compte que ces diplômes-là ramassés sont en toute inadéquation, sont en totale inadéquation avec les réalités sociales, politiques, économiques, monétaires et surtout socio-culturelles et culturelles de nos États. Voilà, donc cela nous permet de mettre un thème à cette première thématique, juste le temps d'une virgule pour revenir avec la seconde et la dernière sur le temps qui nous reste, notamment parler de la médiation de la CEDEAO en Guinée-Conakry. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Voilà, merci de nous retrouver. Notre deuxième thématique qui nous amène donc en Guinée-Conakry pour parler donc de la médiation. Guinée-médiation, que peut-on attendre de la délégation de la CEDEAO? Il faut le dire que demain, dimanche 21 août, la délégation conduite par le docteur Thomas Yahi Boni, ancien président de la République du Bénin et médiateur donc pour la cause du côté de la Guinée-Conakry, devra s'y rendre. Il est d'ailleurs attendu. Son voyage de ce côté devait être effectué le 17 août, mais il avait été reporté pour certaines informations de calendrier, notamment aussi en sachant que la Guinée se trouve dans une situation là où le gouvernement de transition est quelque peu dans une sorte de combat à distance avec une certaine coalition de l'opposition, le FNDC, dont la dissolution s'est faite tout récemment. Alors, mon cher frère Souleymane Hamzat, la Guinée qui reçoit une délégation de la CEDEAO,
Qu'est-ce que l'on peut avoir comme élément de ce rendez-vous qui va se tenir demain? Est-ce que c'est de voir l'évolution de comment est-ce que les choses marchent de ce côté, ou tout simplement de donner de nouvelles orientations quand on sait que dans certaines plateformes médiatiques, il nous a dit que c'est la suite, du moins, de ce que devait faire il y a quelque temps le docteur Thomas Yahi Boni? Il faudra, chers frères, nous interroger sur les intentions réelles de la CEDEAO et qui les dirige et qu'est-ce qui se cache derrière leur velléité de visite à ne pas en finir. La CEDEAO nous a démontré ces dernières années, à tout point de vue, n'est-ce pas, qu'elle n'était pas une institution des peuples. Ça, je mettrai au défi celui qui va démentir, n'est-ce pas, ce que je viens de dire. Il s'avère que sur le cas de la Guinée, plus particulièrement, souvenez-vous au temps du président Alpha Condé, à la veille des élections, que le président Cellou Dalein Diallo avait demandé à la CEDEAO de venir l'aider, n'est-ce pas, à occulter les listes électorales. Le code électoral est partant la situation des bureaux de vote. Mais ils ont vite fait de venir, ils étaient au palais, ils n'ont même pas eu le temps de rencontrer cette opposition-là, qui pourtant criait à tout va, sur tous les médias, qu'il fallait avoir un droit de regard. Cela nous a conduit au troisième mandat, n'est-ce pas, sanglant du président Alpha Condé. Au lendemain de son investiture, ben, nous voilà encore plongés de nouveau dans une autocratie qui ne dit pas son nom et qui malheureusement a fini par ce que nous appelons le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya. Ceci étant, lui ayant pris les rênes du pouvoir, le voilà aussi confronté, n'est-ce pas, parce que nous avons d'ailleurs évoqué il y a quelques minutes, les déboires de ces turiféraires qui, au sein de chaque régime, ont pour habitude de venir perturber ou la transition ou le pouvoir en place. C'est tout à fait naturel. Je vous ai même dit ici que, en souriant, puisque vous m'en avez donné l'occasion, que même dans le royaume de Dieu, le Satan même, il est aux aguets et il sème le trou partout. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire de ce que je constate de ce que la CEDEAO est devenue. Elle n'est plus une institution des peuples, elle est plutôt devenue une institution partisane, une institution qui règle les problèmes des chefs d'État entre eux. Et je suis triste de savoir que celui qui vient de prendre les rênes de la CEDEAO, là actuellement, je veux parler du président Sissoko Embalo, le général Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, commence à avoir des velléités comme les anciens chefs d'État, lui, à qui nous avons d'ailleurs accordé un blanc-seing au début de sa première mandature, où il disait, n'est-ce pas, parlant du président Ouattara, qu'avant d'aller donner des leçons au niveau de la CEDEAO, il va falloir balayer de la porte. Et que lui, le président Mbalo, était contre les troisième, quatrième mandats. Mais le voilà qui, là, une fois nommé président de la CEDEAO, s'envole pour le Sénégal, lequel le Sénégalais est en train de pouvoir piétiner sa constitution pour aller à un troisième mandat. Donc, vous voyez, on est dans un méli-mélo qui ne dit pas son nom et qui, malheureusement, amène nous autres qui sommes des observateurs et analystes de la vie politique au plan sous-régional à nous interroger sur la capacité de nos dirigeants à faire la part des choses, n'est-ce pas, dans ce que nous pouvons appeler la bonne gouvernance. Alors, si nous ne nous retrouvons pas, aussi bien du côté de la CEDEAO, dans leur manière de faire, et encore moins dans celle de nos dirigeants, eh bien, cela provoque les tensions que vous voyez dans la sous-région et cela réveille l'élan panafricaniste auquel d'ailleurs nous sommes inscrits parce que ni opposition ni mouvance, nous sommes inscrits dans une autre dynamique, cette dynamique-là qui amène à régler les problèmes du peuple par le peuple et pour le peuple.
Voilà, donc on va prendre directement une autre phase de réaction pour cette seconde thématique. On repart encore du côté du Cameroun. Cette fois-ci, on va prendre Eric Yankam qui donne son point de vue sur la question de la médiation, du moins la délégation de la médiation qui est attendue demain à côté de Conakry. Maintenant, sur un autre plan, pour la Guinée-Conakry, je crois que mon avis, c'est peut-être, on dit toujours entre personnes raisonnables, il ne faut jamais se fatiguer de négocier, de dialoguer. La junte au pouvoir a réussi à manœuvrer, mais sauf que n'a jamais pu détailler, offrir à la CEDEAO un calendrier clair et précis sur son départ du pouvoir, entre guillemets, si tant est qu'un départ est même possible. Donc, le président le président guinéen est dans de la junte, est donc certainement en train de manœuvrer, de tirer les leçons des pressions subies par le Mali et certainement de prendre tout son temps pour pouvoir afin de mettre sur pied un chronogramme qui pourra être manipulé au gré des événements. Donc la médiation de la CEDEAO, aussi tant est que cette CEDEAO a perdu véritablement de son épaisseur, de son crédit au regard de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et même ailleurs précédemment en Côte d'Ivoire, on a l'impression que cette CEDEAO est devenue comme un machin, c'est-à-dire un syndicat de certains chefs d'État, beaucoup plus à la solde de certaines puissances internationales, dont je ne vais pas citer la France, qui continue à entretenir un précaré au travers de ces organisations sous-régionales. La CEDEAO vient en Guinée-Conakry pour tenter d'obtenir du président Mamadou Doumbouya un calendrier assez un calendrier, pourrait-on dire, assez acceptable au gré de leurs désidérateurs. Et donc, par conséquent, on attend de voir. Et la Guinée a l'avantage d'être, peut-être, d'avoir une ouverture maritime, ce qui fait en sorte que les sanctions, les sanctions subies par le Mali seront peu inopérantes un peu pour la Guinée-Conakry. Et donc, par conséquent, cet État, la junte, qui fait valoir son autoritarisme en interdisant, dissolvant le FNDC, donc ce Front National pour la défense de la Constitution, qui a été dissoute et qui pourtant était on va dire la tête de proue des manifestations sur l'ancien président Alpha Condé, et donc par conséquent le FNDC étant dissous par la junte malienne, et montre à souhait que la junte n'entend pas se laisser divertir et marteler donc son autoritarisme, son pouvoir et sa fermeté jusqu'à ce que bon lui semble. Il va sans dire que bon, la CEDEAO va essayer bien plus que de se laver la face, au moins de se donner un peu plus de crédit, si tant est que cette CEDEAO est devenue un tigre en papier et elle n'effraie plus, et donc par conséquent c'est bien plus à elle de pouvoir montrer patte blanche et un semblant de crédit, puisqu'on a vu exactement qu'il s'agissait en fait d'un géant au pied d'argile qui, dans les faits, n'a pas autant de pouvoir, d'efficacité, de compétitivité, de crédibilité, même sur le terrain, si tant est qu'on analyse souvent ces décisions, ces sorties, qui sont généralement très controversées. Donc maintenant, bon, il est toujours bien, en termes de diplomatie, d'attendre de voir le communiqué final qui sortira de cette tournée
et de la déclaration donc, des responsables en mission en Guinée. Voilà ce que je peux dire modestement et tout de go, en espérant que je n'ai pas été très long ou alors très lourd. Très bon week-end à toi. Suleiman Hamzat, avant de prendre une autre réaction, la CEDEAO est un machin, elle a perdu du crédit, ça n'en vaut plus la peine, c'est une sorte, on va dire, de rassemblement de chefs d'État entre eux qui font des sortes de réunions. Vous l'avez évoqué que la CEDEAO n'en valait plus la peine, mais est-ce que c'est sous ce prisme-là que cette CEDEAO serait en train de se diriger du côté de la Guinée, quand bien même notre intervenant, Eric Yankam, depuis la ville de Bafoussam au Cameroun, fait savoir que le gouvernement de transition mené par le colonel Mamadi Doumbouya ne voudrait aucunement se laisser distraire, par exemple avec des manifestations qui étaient encore enregistrées de la part du FNDC dissolu récemment. Qui s'est décrédibilisée complètement au regard de ses agissements dans la sous-région. Quand l'intervenant dit que c'est un machin et un syndicat de chefs d'État, cela laisse à suffisance les preuves des actions qu'il mène sur le terrain. Elle a cessé d'être une CEDEAO des peuples. Elle viole elle-même ses propres lois et ses propres règlements. Je vous donne le cas du Mali. Le Mali est un État enclavé. Enclavé en ce sens-là que le Mali n'a pas accès à la mer. Il est interdit, il est formellement interdit par les textes de la CEDEAO d'imposer un embargo à un État enclavé. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga nous l'a dit. Il nous renvoie même, n'est-ce pas, à la lecture des textes qui ont créé, n'est-ce pas, la CEDEAO. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas en second, n'est-ce pas, couper tous les réseaux financiers qu'il faut mettre cet État-là sous embargo dur, comme c'était le cas pendant les 6 derniers mois. C'est en totale inadéquation avec les textes de la CEDEAO. Si nos dirigeants, dont, n'est-ce pas, la capacité de mener à gérer au bien, n'est-ce pas, cette institution-là, que la CEDEAO viole les lois et textes qu'eux-mêmes se sont donnés, mais l'institution même n'a plus raison d'être. C'est pour cela qu'il y a une autre CEDEAO des peuples, comme vous voyez dans les rues, et qui manifeste à toutes les frontières, qui empêche les convois, n'est-ce pas, de l'État colonial de circuler, qui revendique ses droits à tout va et qui d'ailleurs même fait chuter certains régimes, comme c'est le cas au Mali. C'est la société civile qui s'est levée, qui a dit, bon, vous, Keïta, c'est bon, vous pliez bagage. Et l'armée est venue, n'est-ce pas, parachever l'œuvre. Donc, c'est vous dire quoi? Ce n'est plus possible de travailler avec ce genre d'institutions. Mais, toujours est-il que, bon, tout n'est pas pourri au niveau de la CEDEAO. Il faut se donner, continuer de leur accorder un minimum, je dis bien, un minimum de crédit, en ce sens-là que, bon, ceux qui viennent, il y a des dirigeants courageux, hein. Vous voyez qu'ils ont même vite fait d'empêcher le président malien d'accéder au G5 Sahel, parce que s'il prenait la tête du G5 Sahel, la CEDEAO allait en pâtir. Donc, quelque part, retrouver des dirigeants qui sont en aspiration avec le peuple et qui répondent aux tests, hein, en toute conformité, et qui font en sorte de les faire respecter. Le président Laurent Gbagbo nous dit, pour être un bon dirigeant, il faut s'asseoir, réfléchir, prendre des tests et les faire respecter. Respecter les tests pour lesquels vous avez été élus. Mais il est tristement célèbre de constater que ceux qui viennent à la tête de ces institutions-là, ils viennent pour leur image, ils viennent parfois même prendre des décisions inadéquates et parfois même pas en concertation avec le père. Je vous donne un exemple, celui du président Mbalo qui disait, en l'occurrence, durant la visite du président Macron, qu'il faut créer la naissance d'une force anti-putsch. A-t-il consulté ses pairs pour prendre une telle décision? Et d'ailleurs, je voudrais interroger, n'est-ce pas, la possibilité de nos parlementaires d'adresser des requêtes au sein de la CEDEAO pour leur faire savoir qu'ils n'ont pas été consultés. La CEDEAO est d'abord avant une communauté des peuples.
Donc, si vous ne consultez pas cette population, que vous prenez des décisions irréfléchies, bidons, irresponsables, hein, comme c'est le cas des sanctions au Mali, mais souffrez que les populations tombent dans les rues et manifestent. Et c'est ce à quoi nous assistons, d'où la décrédibilisation de cette institution. Pour ce qui est du président Boni Aïe, il fut le président de mon pays pendant 10 ans. Il a eu une certaine expérience, n'est-ce pas, de gestion de crise. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a gouverné pendant l'État pendant 10 ans. Il a sûrement eu à affronter un certain nombre de crises. Donc, moi, connaissant un peu le personnage, pour avoir été dans son escorte au niveau sécuritaire durant la campagne de 1985, je suis un peu dans cette dynamique. Puisque là, lui, il est carrément dans le sens d'une concertation élargie. À le suivre, à suivre cette déclaration, il n'est surtout pas sur le même pied que son prédécesseur, le Ivoirien Kassi Brou, qui a d'ailleurs toutes les possibilités de négociation avec le pouvoir en place en Guinée ont été rejetées. Je pense que le président Boni Aïe a là l'opportunité, une fois encore de plus, non seulement de vanter le génie béninois qu'il a eu pour diriger autant d'années la République du Bénin, et partant montrer à l'Afrique qu'il y a encore des enfants dignes qui sont conscients, n'est-ce pas, du devenir des populations à tous les niveaux, et que d'ailleurs, raison pour lui de plus pour renvoyer la CEDEAO vers, à travers la Guinée, son exemple en Guinée, à travers vers une récrédibilisation, j'allais dire, n'est-ce pas, de l'institution. S'il ne le fait pas, ben, il plongera encore la CEDEAO dans les ténèbres, et qui sait, le régime du président Mamadi Doumbouya, c'est pas un régime avec lequel on rigole. Lui, il est droit dans cette... Il sait d'où il part, il sait là où il s'en va, il a un chronogramme bien fixé, et vous, quand vous les entendez, les Guinéens, de par leur nature déjà, sont des panafricanistes convaincus, et surtout, des gens qui ne se laissent pas dicter les lois. Je vous renvoie à l'époque de Sékou Touré, qui a dit non à De Gaulle sur ce qui concernait les matières, le sous-sol guinéen. Donc, c'est vous dire en conclusion que le peuple guinéen saura, n'est-ce pas, dire au président Boni Aïe quelles sont ses aspirations. Le pouvoir en place saura mettre dans les règles de l'art toutes les dispositions qui concourent et qui poussent à la fin d'une transition heureuse, à l'élection d'un nouveau président, si tel que le colonel Mamadi Doumbouya décide de ne pas se représenter. Et moi, à mon avis, si vous voulez mon avis personnel, je ne trouve pas de raison pour lui de ne pas se représenter, parce qu'il est guinéen. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas se présenter, mais il en a le droit absolu. N'est-ce pas? Au même titre qu'Assimi Goïta et d'autres. Donc, ceci étant, je pense qu'il faut réfléchir, il faut aller vers un débat consensuel, et il faut surtout, hein, n'est-ce pas, que le régime guinéen communique. Il y a un manque de communication accru du côté de la Guinée, ce qui pousse d'ailleurs à tout ce que nous voyons là, ces revendications répétées, qui d'ailleurs sont manipulées du fait de la désinformation. Il va falloir que le régime guinéen se réveille sur ce pan-là et reprenne le taureau par les cornes. Chers frères, donc, voilà. Et je voudrais que nous prenions notre réaction parce que vous avez eu à évoquer notamment l'attitude de l'actuel président en exercice de la CEDEAO avec qui tous les éloges ont été donnés, mais qui aujourd'hui, sa trajectoire ne semble pas être appréciée de tous. Mais avant, écoutons d'abord cette autre réaction d'Alaï Kouriba depuis la ville de Bamako au Mali. Merci Florence, une fois de plus, je renouvelle mes salutations à tous les panafricains, à tous les Maliens, à tous les Camerounais, à tous les Africains et surtout à tous les Guinéens frères. Vraiment, la Guinée-Conakry, la médiation que la CEDEAO a dépêchée pour pouvoir négocier la durée de la transition, les calendriers de la transition et les différentes modalités de la transition. Bon, la CEDEAO, quand on essaie de voir,
une fois n'est pas coutume. Elle est vraiment contestée, cette CEDEAO. Elle est affaiblie, cette CEDEAO, et elle est inefficace, cette CEDEAO, surtout avec les changements, surtout à sa tête, un président jeune et très mal expérimenté, le président bissau-guinéen Oumar Ambalo, et qui vient fraîchement d'être élu président de la commission, président de la CEDEAO. Je pense que le peuple du Guinée, à travers les autorités de la transition, ont commencé à faire un très bon boulot. Et le contexte guinéen est différent du contexte malien et différent du contexte burkinabé. Certes, et la tension qui animait la Guinée, c'était le troisième mandat de M. Alpha Condé qui avait fait déborder l'eau de la Vasse. Et cela s'est soldé à un coup d'État que le colonel Mamadou Doumbouya et ses collaborateurs ont fait, et que ce coup d'État est actuellement soutenu par le peuple guinéen. Le peuple guinéen se reconnaît dans cette transition à travers un certain nombre de travaux que le président de la transition personnellement a mis l'accent. Et le peuple guinéen commence à être fier du président Doumbouya. Mais il faut aussi reconnaître que nous sommes dans un état de droit, nous vivons en communauté avec d'autres États. Il faut à un moment donné se conformer aux règles et aux différentes réglementations de la communauté. Pour cela, la CEDEAO a vite déposé un médiateur, l'ancien président nigérian, pour pouvoir au moins discuter avec les autorités de la transition guinéenne et trouver un issue, trouver un accord pour pouvoir présenter un calendrier valable et acceptable dans un bref délai. Mais il faut connaître que la CEDEAO, en voulant jouer au gros dos, en voulant jouer au coup de poing, a essuyé. La CEDEAO se connaît dans ça. La CEDEAO a essuyé dans les pressions immédiates. Il faut que la CEDEAO se ressaisisse. Il faut que la CEDEAO analyse les cas. Il faut que la CEDEAO essaie de comprendre les réalités de chaque pays. Il faut que la CEDEAO accompagne ces États à retrouver son intégrité, à retrouver un retour rapide et normal à l'ordre constitutionnel. Mais pour cela, la CEDEAO devrait écouter le peuple et non la CEDEAO se dépêche et se précipite pour envoyer des émissaires et pour imposer des dates du timing à une transition qui sera bâclée et qui sera probablement suivie par une autre transition qui ne fera que faire du mal. Il est vraiment grand temps pour la CEDEAO de comprendre les États, de comprendre la nature des crises et de se conformer et de pouvoir anticiper ces différentes crises pour ne pas tomber, retomber et perdurer toujours dans les problèmes de coup d'État. Il faut que la CEDEAO se réfléchisse, d'où je parle de la CEDEAO du peuple et non la CEDEAO du président comme Ado, du président comme Oumar Ambalo, du président comme Macky Sall. Non, il faut que la CEDEAO du peuple agisse avec raison et non avec force. Et je suis sûr que le colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs vont accepter de discuter objectivement avec la CEDEAO et ensemble ils vont trouver des solutions qui vont conduire la Guinée vers une victoire, la victoire du peuple guinéen, la victoire du peuple africain et la victoire
du peuple ouest africain. Merci et excellente journée. Merci, on va aussi prendre ton signal du côté de la régie très rapidement, cette auto-réaction de Claver Kodo avant de pouvoir sortir avec vous, mon cher Suleiman Hamzat. La réalisation pour Claver Kodo depuis Douala au Cameroun. Et maintenant pour le deuxième point concernant la Guinée-Conakry, Guinée-Conakry, médiation. Que peut-on attendre de la délégation de la CEDEAO? Moi, je ne peux pas dire que c'est du nouveau. La CEDEAO répétera la même chose, le retour au pouvoir, le retour du pouvoir aux civils, oubliant que la France elle-même doit sa position aujourd'hui au général de Gaulle, au général, non seulement à Napoléon, qui a écrit la Constitution française, mais aussi et qui a même écrit le Code noir. Napoléon, faut pas l'oublier. Avec le Code noir, c'était le Code noir qui enferme, qui classe la race noire parmi les animaux. Ça c'est Napoléon et c'était un militaire. Ensuite, maintenant, il y a le général de Gaulle à qui la France doit toute sa position actuelle au sein du concert des grandes nations, grâce pour avoir calqué à la lettre les dispositions imposées à la France sous occupation par les nazis. Donc, quand on parle donc de la CEDEAO, quand on parle de la CEDEAO, justement, la délégation de la CEDEAO, comme d'habitude, viendra nous rappeler qu'il faut respecter, il faut revenir au pouvoir civil et tout, oubliant, ou alors en faisant semblant d'oublier que c'est les militaires, aussi en France, puisque nous sommes des anciennes colonies françaises, ou alors des néo-colonies françaises, c'est les militaires qui ont aidé la France à se positionner au niveau du Conseil des Nations, là où elle se positionne aujourd'hui. Donc, on ne peut pas attendre autre chose que ces discours rédhibitoires et qu'ils ont l'habitude de réciter chaque fois qu'il y a un coup d'État en Afrique, et surtout au regard de l'ingérence ou alors de l'influence de la France au sein de cette organisation. Voilà, merci justement à la réalisation qui nous a permis d'avoir ces deux réactions. Nous revenons vers vous, mon cher frère Suleiman Hamzat, bis repetita pour la CEDEAO, mais vous avez eu à parler que le docteur Thomas Boni Yayi voudrait beaucoup plus que ce soit élargi. Et parlons justement de cette question qui invite à une meilleure collaboration. Il faut le dire, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, a souligné qu'il profite de cette occasion pour inviter le gouvernement de la transition, la classe politique, la société civile guinéenne à soutenir et travailler avec le médiateur pour la réussite de sa mission. Il faut dire concrètement, il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais est-ce que l'on pourra s'attendre à ce que, mis à part le gouvernement de transition dont on connaît déjà le positionnement, la classe politique ou la société civile puisse dire des choses qui puissent s'apparenter à des différences? De l'histoire de la CEDEAO, qu'elle ne s'est jamais intéressée aux classes politiques des pays concernés. Quand il y a des crises, vous voyez que le problème se gère toujours au niveau des chefs d'État. Il n'y a jamais eu une considération élargie à la classe politique. S'ils le font, c'est certainement lors des élections où bon, il faut faire preuve de parition devant les médias pour montrer que voilà, on a rencontré la société civile, on a rencontré les partis politiques, on a rencontré la population de tel ou tel État, mais en réalité, ce n'est que c'est un dîner de gala. Les décisions sont prises au niveau des chefs d'État, n'est-ce pas, qui l'imposent, n'est-ce pas, aux populations. Ça devait être l'inverse. C'est ce que nous constatons dans le cadre de la CEDEAO. Et raison d'ailleurs pour laquelle nous invitons le président Thomas Boni Yayi à faire très attention par rapport aux erreurs commises au Mali et ailleurs dans le cadre de la CEDEAO. Il faut qu'il tire leçon de toutes ces erreurs-là et en fonction de ce qui a été fait jusqu'à là dans la sous-région, se donne une nouvelle dynamique qui concourt à changer la donne et à beaucoup plus écouter les partis
d'abord aussi, il doit écouter même la classe politique en Guinée. Je crois que la Guinée est dirigée par un certain nombre de responsables auxquels d'abord il devait se référer. Il ne faut pas qu'il fasse comme les petits voyous ambassadeurs qui sont nommés français dans nos États, qui se permettent tout ce qu'ils veulent. C'est le cas au Cameroun, un ambassadeur français qui s'immisce dans le domaine de la presse et qui interdise, n'est-ce pas, à la télévision DSB ou comme ça, hein, de notre confrère, j'ai oublié son nom, de mettre sur le panafricanisme. Vous allez du côté de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui donnent des ordres là-bas. Et ainsi de suite, d'ailleurs. Ils ont voulu jouer le même rôle au Mali. Les autorités maliennes leur ont fait signifier que le Mali est un État bien dirigé. Et par conséquent, qu'il fallait qu'il plie bagage. Ils l'ont mis en dehors du territoire malien. Le Mali se porte de mieux en mieux. Donc il va falloir que si le même rôle essaye de se faire jouer au niveau de la Guinée, qui n'hésite pas à appliquer la loi du talion. Aïe pour aïe, dent pour dent. Nos États sont des États dits indépendants. Nous voulons le constater dans les faits. C'est-à-dire que, de manière concrète, pouvoir décider par nous-mêmes, avoir notre monnaie et avoir la capacité de créer des entreprises, de mettre des projets étatiques, n'est-ce pas, sur le terrain, les accomplir pour le bien-être de nos populations. Mais on est souvent l'objet des dictats et des institutions comme Bretton Woods, je sais pas, le Fonds monétaire, j'en passe. Donc il va falloir que ça s'arrête et surtout que ceux qui veulent régler la crise, dit-on, pour ma part, il n'y a pas de crise en Guinée, il y a un groupuscule de personnes qui actionnaient je ne sais où, sèment la terreur, n'est-ce pas, s'attaquent aux populations qui veulent vaquer tranquillement à leurs occupations. Et je respecte d'ailleurs la décision du gouvernement guinéen d'avoir suspendu ce groupuscule de personnes, cette coalition, n'est-ce pas, qui parfois n'est pas une coalition patriotique. Elle n'est pas du tout nationaliste. Cette coalition-là n'aime pas la Guinée. Si elle aimait vraiment la Guinée, elle ne serait pas une coalition de fauteurs de tout. Donc, pas que cette coalition s'asseye, n'est-ce pas, je veux parler du FNDC, n'est-ce pas, prendre une feuille de route et faire des propositions au gouvernement que d'attaquer les simples citoyens qui sont dans la rue et bloquer des quartiers, bloquer des marchés, empêcher aux gens de vaquer à leurs préoccupations. Cela relève du bordel et du vandalisme et doit être puni par la loi. Tous ceux qui s'amuseront, n'est-ce pas, à mettre l'État dans une déliquescence, je ne sais pas à quelque niveau que ce soit, doivent répondre devant la loi. C'est mon avis sur la question. Que la CEDEAO se réveille, qu'elle arrête définitivement d'être une CEDEAO des chefs d'État et être une CEDEAO des peuples, parce que les populations auxquelles nous appartenons aujourd'hui sont déterminées à bloc et à faire face, quels que soient les moyens qu'elle aurait à sa position, en tout cas, en sa possession, j'allais dire, pour lutter contre ces chefs d'État-là qui n'ont que faire, qui se retrouvent entre eux dans des sommets à répétition qui se transforment au finish en dîner de gala. C'est avec votre, on va dire, speech que nous mettons un terme à cette tranche d'antenne qui a couru près de 2 heures où nous avons passé ensemble cette matinée du samedi. Je vous dis merci d'avoir été des nôtres tout en vous souhaitant un bon week-end, mais surtout une bonne journée de samedi qui s'annonce très très longue pour vous. 7 693 589 668